Si on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer si ExxonMobil au prix actuel représente une opportunité d'investissement. Donc ExxonMobil, tout le monde la connaît, c'est une compagnie pétrolière, donc verticalement intégrée, donc c'est-à-dire qu'elle fait du upstream, midstream, downstream. Donc c'est-à-dire upstream, c'est extraction, midstream, c'est transport, downstream, c'est distribution. D'accord? Donc ici, c'est une belle entreprise, c'est l'une des plus grosses entreprises dans le secteur pétrolier. Donc on va essayer de déterminer si au prix de 100 dollars, l'entreprise est surévaluée ou pas. Alors, ici, premièrement, on peut constater que depuis le début, depuis 2020, l'entreprise a connu à peu près une croissance en termes de prix de l'action, bien sûr, ici on va dire ici de près de 80%, donc pas en prenant en considération août 2021, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc ici, nous, on va directement aller au calcul parce que ici, on va essayer de déterminer le revenu moyen, d'accord, la croissance moyenne, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et si le dividende actuel est qualitatif. Alors, la première chose qu'on fait ici, donc je viens sur ExxonMobil, vu que je sais que c'est une compagnie pétrolière, je sais déjà qu'elle est cyclique, donc son prix varie par rapport au prix de la commodité, que ce soit le pétrole ou le gaz. Donc ici, je m'attends à ce que les revenus soient plutôt stables ou décroissants. Donc ici, qu'est-ce que j'observe? Je vois ici qu'entre 2014 et, enfin, entre 2015 et aujourd'hui, les revenus sont à peu près stables, d'accord? Donc quand je dis aujourd'hui, parce que si je prends ce calcul-ci, je le mets sur les 12 derniers mois, parce que depuis la fin d'année 2021, le pétrole a présentement, voilà, investi dans une compagnie pétrolière, ça rémunère grassement en date d'aujourd'hui parce que le prix de la commodité a grandement augmenté pour X ou Y raison. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est durable? On a un pétrole à près de 100 dollars. Est-ce que c'est durable? Parce que vous commencez à constater qu'il y a une pression au niveau des prix ici parce que le pétrole, s'il faut ramener des produits dans les magasins, il faut les transporter. Donc, on les transporte. Donc, on a dit que les voitures qui les transportent utilisent quoi? Du carburant. Donc, à la fin de la journée, c'est une boucle. Donc, ici, c'est pas le sujet. Donc, on revient, enfin, c'est un tout petit peu le sujet, bien sûr. Donc, on revient ici sur la vidéo, enfin, sur notre analyse. On constate ici que les revenus, on avait des revenus de 400 milliards en 2012. Donc c'est très intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on avait des revenus de 400 milliards en 2012, parce que ça pourrait revenir dans le sens où quand on prend ici notre oil price, donc je prends le prix du pétrole, je vais aller sur Trading Economics, d'accord. On va ici, Oil Price Trading Economics, donc on va ici, voilà. Donc le prix du pétrole depuis 2023, donc on constate ici qu'en date de donc 2011 et 2014, vous voyez les revenus sont plutôt aux alentours d'une centaine de dollars, d'accord. Donc, on avait 400 milliards de revenus quand le pétrole se trouvait aux alentours de 100 dollars. Donc, il est fort probable que le revenu de ExxonMobil augmente sur l'année à venir ou bien sur les années à venir. Mais est-ce que c'est durable? C'est tout ça la question. C'est pour ça que c'est jamais un piège de valeur d'investir dans les compagnies pétrolières quand le prix de la commodité est élevé. Je vous ai toujours dit que le meilleur moment pour investir dans ce genre de compagnie, c'est quand tout va mal. Pourquoi? Parce que les PER actuels ou bien les bénéfices nets actuels sont trompeurs. Donc, quand on revient sur le cas d'ExxonMobil, ici, il faut normaliser les résultats. Donc, c'est-à-dire que quels sont les revenus moyens que l'entreprise pourrait avoir dans les années à venir. Donc, quand je regarde ici le graphique en question, je me rends compte que les revenus fluctuent entre 4 milliards et 200 milliards. D'accord? Enfin, entre 400 milliards et 200 milliards. Donc, si on divise ça par deux, ça fait à peu près, si on fait 400 plus 200 divisé par 2, ça donne ici 300 milliards en moyenne. Actuellement, on est à 300 milliards. D'accord? Donc, je vais mettre moyenne des revenus de 300 milliards. D'accord? Ça, c'est pour moi. Quelqu'un d'autre pourrait dire que la moyenne est de 350 ou quoi que ce soit, mais vous devez avoir des éléments quantitatifs pour appuyer cela, ou bien qualitatifs. Je prendrai 300 milliards. En termes de croissance des revenus, je n'en ai pas besoin. C'est une compagnie cyclique. Les revenus peuvent croître qu'on peut aller jusqu'à 500 milliards de revenus et redescendre à 250 milliards. Je ne sais pas. J'essaye de me protéger au maximum. Au niveau de la dette nette ici, ça revient à la même chose. Donc la dette nette ici, je vous ai tout dit que vous allez faire valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière. Ici, si vous allez sur Yahoo Finance et que vous faites des valeurs d'entreprise ici, donc 424 milliards moins capitalisation boursière, 388 milliards, vous allez trouver à peu près quelque chose comme 36 milliards par là, d'accord? Donc c'est à peu près, qu'est-ce qu'on va donner? C'est à peu près 36 milliards par là. Mais attention, cette entreprise-ci a des participations dans certaines autres entreprises. Parce que ça reste du cash également. Parce que si on est vraiment en difficulté et qu'on doit rembourser la dette, on va se débarrasser de quelques participations boursières, quelques participations dans certaines entreprises. On a des participations de l'ordre de près de 46 milliards. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand on va quand on va faire notre analyse ici, vous allez vous rendre compte que la dette nette en réalité est, voilà,
elle est presque insignifiante. D'accord? Elle est presque insignifiante. Donc ici, on va se dire qu'on va prendre ce logiciel-ci en considération. On va se dire que la dette nette, on le voit aux alentours de 6 milliards. Mais également, si vous calculez la dette nette aux alentours de 30 milliards, par là, c'est pas que vous allez juste sous-évaluer l'entreprise. Et il faut juste prendre en considération que les investissements dans d'autres entreprises, même si ce n'est pas du cash équivalent, donc ça reste c'est de l'argent. Vous pouvez vous en débarrasser très très vite afin de pouvoir repayer la dette si c'est vraiment urgent. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en considération ici. Donc vous allez voir que le calcul actuel prend cash et cash short-term investment and cash plus investment and orders. Donc moins la dette, moins order liability, moins preferred stock, etc. Donc dans tous les cas de figure, n'ayez crainte. Donc à la fin de la journée, si vos calculs n'est pas précis, ça ne dérange pas. Donc, vaut mieux avoir le moins de tort possible plutôt que de sous-évaluer, de surévaluer l'entreprise. D'accord? Donc, calmez-vous, ça ne dérange pas. Donc, à la fin de la journée ici, quand je reprends mon entreprise, la dette nette, je vous ai dit ça va être aux alentours de 6 milliards. D'accord? 6 milliards. Le PER moyen. Donc, vu que c'est une compagnie qui est cyclique, je ne m'attends pas à des PER très, très élevés. Soit à la fin de la journée, il faut, voilà, vous n'allez pas mettre 25 fois les bénéfices sur une compagnie pareille. Ça n'a juste pas de sens. Soit à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, dans ce secteur, je vais prendre les marges de free cash de PER sur une longue période de temps pour voir est-ce qu'on a une information. Voilà, ce que je n'aime pas jamais avec les PER, c'est que parfois on a des problèmes comme ça. Donc, parce que le bénéfice net il y a eu peut-être des bénéfices nets en berne durant une période. C'est la raison pour laquelle on a ce genre de variation aussi. Mais déjà, vous pouvez voir qu'ici, en termes de moyenne, vu que voilà, ça peut aller, on a 13 fois les bénéfices ici. Donc, en date d'aujourd'hui, on a 9 fois les bénéfices, tout en sachant que la période actuelle est exceptionnelle. On a des revenus très élevés. Ça peut durer également. Donc, si je prends une période entre 2008 et 2020 ici, qui est un tout petit peu, voilà, une période où on a des informations qui sont un peu correctes, vous voyez que ça oscille généralement la moyenne est aux alentours de 15 fois les bénéfices ici. Alors, parfois on va jusqu'à 20 fois les bénéfices, mais il faudrait voir pourquoi est-ce qu'on est allé à 20 fois. Est-ce que c'est parce que les revenus ont baissé, ou bien est-ce que c'est parce que les bénéfices nets ont baissé, ou bien il y a eu une spéculation extrême. Donc vous pouvez constater que qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ici. Donc si je vais regarder par rapport à 2016, parce que si les revenus augmentent, normalement, enfin si les bénéfices nets augmentent, on s'attend à ce que les revenus puissent également fluctuer. Donc est-ce qu'il y a eu quelque chose en 2016 ici? Donc je vais regarder les bénéfices nets de 2016. 2016, oui. Vous constatez qu'en 2016, on a eu des bénéfices nets aux alentours de 7 milliards 800 alors que la moyenne est généralement de 16 milliards, alors qu'on avait 16 milliards en 2015. Donc on constate qu'ici que le PER, il a augmenté parce que les bénéfices nets ont baissé. Ce sont des éléments à prendre en considération. Faites très attention. Donc si vous prenez ça en considération, vous allez juste vous rendre compte qu'en date d'aujourd'hui, si on prend des PER, pour être gentil, on va prendre des PER de, voilà, je pourrais prendre 13, 15 et 17 en termes de PER. Donc, je vais juste vérifier exactement. Donc, je pourrais prendre 13, 15 et 17. Ou également, je pourrais prendre 15, 17 et 20. D'accord? Pour être vu qu'on a déjà, en termes de moyenne, on essaie de normaliser les résultats. Donc, je vais prendre ici 15, 17 et 20. D'accord? Sachez qu'en prenant ceci, je suis déjà assez optimiste. Donc, on va prendre 15, d'accord? 17, d'accord? Et 20. Déjà 20 fois les bénéfices pour une compagnie cyclique, il faut faire très attention. Donc, vu qu'on a normalisé les résultats ici, donc c'est pas comme si on évaluait à 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices actuels. Donc, c'est par rapport aux bénéfices normalisés. Alors, après ceci, on cherche le nombre d'actions. Donc ici, le nombre d'actions, on va aller très rapidement. Hein. On a 4 milliards 213. Donc 4 milliards 213 ici, on regarde. Le 4 milliards 213, donc sans doute ça a diminué ici parce que c'est une entreprise. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Oui. Elle rachète ses actions sur les dernières années. Donc 4 milliards 600, 4 milliards 400, 4 milliards 300. Après, on reste à peu près stable ici. Donc on a à peu près, on va se dire qu'on a des actions aux alentours de... Voilà, c'est 4 milliards 266. Est-ce que c'est véritablement ça? Donc, est-ce qu'on a le nombre d'actions ici? 4 milliards 210. Donc, ici, combien est-ce qu'on a? Alors, à ce niveau-ci, 4 milliards, ouais, on va se dire que c'est 4 milliards 213, d'accord? Nombre d'actions. Il faut toujours vérifier. Yahoo Finance a généralement des résultats qui sont très concordants, qui concordent à la réalité, mais de toutes les façons, il faut regarder également les rapports financiers de la période, donc les rapports financiers du dernier trimestre. Et voilà. On a des revenus, on a nos revenus ici, on a la croissance, la croissance sera à zéro, la dette nette de 6 milliards ici,
les PER moyens et le nombre d'actions. Donc maintenant, il nous manque les free cash flow. Alors, c'est là où tout devient pas compliqué, mais c'est là où il faut faire une estimation. Nous avons une entreprise ici qui gagne beaucoup d'argent quand le prix de la commodité est élevé et voilà, qui gagne de l'argent, mais très peu, enfin, par rapport à la moyenne quand le prix est assez déprécié. Donc ici, il faut rester un juste milieu. Est-ce que c'est judiciaire, est-ce que c'est normal de prendre des marges de 8% en date d'aujourd'hui? Alors que d'habitude, regardez en 2012, on a connu des marges de 10% ici. Après, on a eu 7%, 8%, 6%, 3%, 8%, 7%, 5%. Donc, les marges fluctuent. Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre des marges de 7%. 7% comme ça, j'aurais pu prendre la moyenne donc, en calculant tout ceci. D'accord, j'additionne et je divise par 10. Mais j'ai choisi ici de prendre la moyenne dans le sens où, regardez, 7% ici, est-ce combien de fois on a eu 7% au moins en termes de marge? 2021, 2018, 2017, 2014, 2013 et à peu près ici, on va se dire 2012. Donc 6 années sur 10 sur les 10 dernières années. D'accord? Donc j'ai pris 7%. D'accord? Quand on regarde au niveau des free cash flow ici, voilà, c'est une entreprise qui investit massivement également. Donc faites très attention quand on vous parle des free cash flow ici. Peut-être que quand on vous parle des investissements ici, peut-être que vous remarquez que les investissements ont tendance à diminuer quand le prix de la commodité diminue, alors qu'ici on avait des 34 milliards en termes d'investissement. En date d'aujourd'hui, on a 13 milliards. Et en moyenne, ici, sur les dernières années, on est aux alentours de, voilà, on va se dire ici, une quinzaine de milliards en moyenne. D'accord? Donc, techniquement, si on avait 15 milliards ici, on devait avoir des revenus, des free cash flow plus élevés. Donc, ici, on va prendre 7%. Ça, c'est par rapport à mon estimation. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais il faut appuyer cela avec des éléments qualitatifs ou quantitatifs également. Donc, je prendrai ici 7% pour nos free cash flow. Simple. Alors, on a terminé. En termes de valorisation, qu'est-ce que ça va nous donner? Constatez ici que ici, c'est pas valeur d'entreprise sur EBITDA, ici, c'est pas EBITDA. Ici, c'est multiple des PER et ici, c'est free cash flow. Ici, j'ai pris des PER de 15, 17, 20. D'accord? Ensuite, à ce niveau-ci, j'ai pris ici, qu'est-ce que ça représente? Si vous prenez 300 milliards de revenus, d'accord, qui est le revenu moyen qu'on avait estimé ici, d'accord, 300 milliards de revenus, revenus moyens, revenus normalisés, d'accord, ça vous donne ici 7% de 300 milliards, ça donne 21 milliards. Si vous prenez 21 milliards, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça fait 73 $ l'action. Si vous le prenez à 17 fois les bénéfices, toujours avec le même cheminement, ça vous donne 83 $ l'action. Si vous prenez à 20 fois les bénéfices, voilà, ça vous donne 98 $ l'action. Personnellement, où est-ce que je vais me situer? Je vais me mettre aux alentours de 17 fois les bénéfices ici. Donc, ça sera pour moi une valeur aux alentours de 83 $ l'action. Donc, on se dira qu'au prix actuel, l'entreprise serait voilà, légèrement surévaluée. Ça, c'est la première hypothèse. D'accord? Ensuite, si je prends la seconde hypothèse ici, ce serait de l'évaluer par rapport à ses actifs nets par action. Donc, une entreprise ici pétrolière a tendance à avoir énormément d'actifs. Donc, si on peut acheter une entreprise pétrolière, généralement, à la valeur de ses actifs, on l'a acheté à très, très bon prix. Ça arrive quand le prix de l'action, quand le prix de la commodité est déprécié. Donc, vous allez voir ici que si je prends actifs tangibles par action, d'accord, le prix sur les actifs tangibles par action, ici la moyenne est de 2,41 fois les actifs tangibles par action. Actuellement, on a 2,47 fois, tout en sachant que les actifs tangibles par action ici sont de 40 $, alors qu'on a eu un plus haut à 45 $. Et ces actifs tangibles par action ont tendance à fluctuer dépendamment du prix de l'action. D'accord? Donc entre 2019 et 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix de la commodité a diminué à près de je pense qu'à un moment donné, on avait eu des prix à peu près négatifs, enfin, au niveau des futurs, parce que on a atteint des prix à peu près de 20 $ en 2020, d'accord? Soit à la fin de la journée, ce chiffre-ci fluctue ici, donc il peut continuer, il peut remonter à 45 $, il peut être plus élevé que ça. Regardez ici, cette période-ci, on a été aux alentours de 25, on est tombé à peu près 22 ici pour remonter. Et si vous constatez à cette période-ci, le prix de la commodité a dû diminuer. Est-ce qu'entre 2007 ici, donc entre 2008 et 2009, est-ce qu'on a une variation du prix de la commodité? Alors, voilà, vous voyez, entre 2008 et 2009 ici, on a une variation de la commodité. Vous voyez, entre cette période, ici, on a à peu près 138 et ici, on obtient en 2044. Donc, il y a une variation. Donc, privilégiez généralement dans ce genre de compagnie ceux qui ont des actifs qui sont croissants dans le temps.
qu'importe la situation, vous remarquez que le prix de pétrole peut fluctuer. Donc, et vous remarquez que Total Énergie, pas que Total, excusez-moi, ExxonMobil a généralement l'habitude d'avoir des actifs tangibles par action qui ne font que croître dans le temps. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a de grandes chances que ce sera plus avec la même chose dans le futur? Sans doute. Mais ce qui m'intéresse ici, en moyenne, c'est 2,41 fois les actifs tangibles par action. Si on prend les actifs tangibles par action en date d'aujourd'hui, qui sont de 40, d'accord, 40,17, et qu'on multiplie par la moyenne, notre moyenne ici, c'est 2,41, d'accord, multiplié par 2,41, on arrive à 96, 97 dollars l'action. Donc, par rapport au prix actuel, l'entreprise serait correctement évaluée par rapport aux actifs tangibles par action. Mais maintenant, si on prend le plus haut des actifs tangibles par action, vu que le prix de la commodité est à un niveau très élevé ici aujourd'hui, ces actifs tangibles par action également auront tendance à croître dans le futur. Donc, si on prend par rapport au plus haut qu'on a eu ici, d'accord, donc on va prendre 40,27, d'accord, multiplié par 2,41, 2,41, vous constatez ici qu'on arrive à 109 dollars l'action, donc à peu près correctement évalué par rapport à en date d'aujourd'hui. Je dirais ceci. Vous constatez qu'en 2020, on avait tous ceux qui ont acheté les actions de ExxonMobil entre mars 2020 et novembre 2020, un peu la même chose que Total, hein, ne vendez pas vos actions. Vous avez un sacré bon prix d'acquisition. Qu'importe comment on appelle ça, l'augmentation enfin, l'augmentation aussi du prix, d'accord? Qu'importe le prix de l'action ici aujourd'hui, la plus-value, c'est ce que je voulais dire. Donc, qu'importe la plus-value ici, qui est à peu près de 190%, vous avez un excellent prix. Parce que vous avez un excellent prix d'acquisition. Parce que si on prend ici à peu près le prix d'acquisition ici aux alentours de, on va dire 40 dollars. Donc, si on prend ici 40 dollars, voilà, donc si on regarde ici, votre rendement, ce qui nous amène à parler du dividende ici. Pourquoi? Parce que votre rendement sur coût est tout simplement énorme. Il est tout simplement énorme. Si vous regardez le rendement du dividende, quand ExxonMobil s'échangeait aux alentours de 40 dollars l'action ici, donc regardez le rendement de votre dividende ici, dividend yield, ça va pas être long, donc on vient voir ça ici. Donc le rendement de dividende est aux alentours de 10%. Et s'il vous plaît, c'est un rendement qui est croissant dans le temps. Donc c'est 10% le rendement. Peut-être que la plus-value va vous plaire et vous allez le revendre présentement parce que vous allez peut-être avoir peur que ça redescende plus bas que ça. Mais si vous regardez bien par rapport à la moyenne, ExxonMobil, les actions d'ExxonMobil ont été dépréciées pour une raison particulière parce que le prix de la commodité est allé à 20 dollars, ce qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs années. Mais ça n'a pas duré parce que techniquement, vous allez voir que, quand je dis techniquement, ce n'est pas par rapport sur le plan technique, hein, pas du tout, je ne fais pas d'analyse technique. Constatez que le prix est généralement stable. La valeur de cette entreprise se situe généralement par rapport à la moyenne aux alentours de, comme je vous l'ai mentionné tantôt ici aujourd'hui, aux alentours à peu près de 83 dollars par là. D'accord? Donc, le dividende ici, il est safe. Si on constate bien ici, la moyenne par rapport au free cash flow ici est de 21 milliards. D'accord? En date d'aujourd'hui, on paye un dividende de combien? En date d'aujourd'hui, nous payons un dividende aux alentours de, je vais aller regarder ça ici, donc on va sur cash flow, d'accord? Donc la totalité des dividendes ici représente à peu près une quinzaine de milliards, c'est un dividende qui est croissant. Donc techniquement, par rapport le payout ratio par rapport à notre free cash flow moyen est aux alentours de 71%. C'est correct. Ce qui veut dire que si en date d'aujourd'hui, on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien? On va faire 21 divisé par 417, qui est à peu près la valorisation actuelle en termes de capitalisation. Ça vous donne un rendement de 5%. Donc, en termes de rendement des free cash flow. D'accord? Je vous ai dit que ce qui m'intéresse, c'est le rendement des free cash flow. C'est pour voir le potentiel de croissance ici par rapport aux dividendes. Actuellement, vous versez un dividende de l'ordre de 3,55%. Le maximum que vous pouvez avoir, c'est 50%. Donc, ceux qui ont acheté les actions, par exemple, de cette compagnie aux alentours de 2020, qui ont un excellent prix d'achat, je vais vous donner à peu près ce que ça représente en termes de capitalisation, en termes de rendement aux actionnaires par rapport à la moyenne des free cash flow actuels. Donc, on avait une capitalisation aux alentours de 100, on va se dire ici, 150 milliards, je prends à 155 milliards par là. Donc, on va dire ici, donc si au plus bas,
on avait à peu près aux alentours de 155 milliards. Donc si on prend ici 21 divisé par 155 milliards, c'est-à-dire que si l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow en date d'aujourd'hui par rapport à votre prix d'achat, admettons qu'il ait été aux alentours d'une quarantaine de dollars, donc en 2020, votre rendement sur coût, votre rendement par rapport aux dividendes sera de 13%. Votre rendement par rapport au free cash flow sera de 13%. Excellent prix. Je dis bien excellent prix. Si vous avez cette entreprise-ci, prenez vos dividendes tranquillement. Prenez vos dividendes tranquillement. Maintenant, si vous voulez réduire, ça reste, vous pouvez vendre la moitié, etc. Mais le prix actuel, moi, je vous dirais, voilà, il n'est pas exceptionnellement élevé. Il est juste correct. Donc, si on se protège au maximum, on va se dire que le, le prix actuel, voilà, idéalement, on aimerait acheter cette entreprise aux alentours d'une cinquantaine, une quarantaine de dollars par là. Mais au prix actuel, si vous avez investi dans cette entreprise aux alentours de 70 dollars, 60 dollars, le prix actuel est juste correct, il n'est pas surévalué. La période actuelle pourrait continuer, pourrait être prolongée dans le futur. Mais nous, ici, on essaie de se protéger au maximum, donc on veut un excellent prix d'acquisition. Donc on se dira que ExxonMobil ici ne représente pas une opportunité d'investissement pour ceux qui n'ont pas encore l'entreprise, mais ça ne veut pas dire que le prix de l'action ne pourrait pas continuer à augmenter. Donc ça, je vous donne uniquement des éléments ici de réflexion. Donc si vous considérez vous pouvez aller plus loin que ça et que ça vaut peut-être 25 fois les bénéfices, c'est votre avis. Appuyez-le avec des éléments qualitatifs et quantitatifs. D'accord? Donc, le dividende, il est safe ici. Il représente juste 3,5%, alors que le rendement des free cash flow moyen, d'accord, est de 5% par là. Donc, pour ExxonMobil ici, on se dira qu'il n'y a pas d'opportunité d'investissement au prix actuel, mais ça reste une excellente entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette entreprise ici. D'ici là, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Merci.